À partir de l'année 1939 jusqu'en 1946, l'acteur Basil Rathbone sera choisi afin d'interpréter Sherlock Holmes. Et il le jouera à 14 reprises. Il demeure encore à ce jour l'acteur l'ayant incarné le plus de fois. Sans compter les séries, car ce n'est pas pareil. Il y a une série et plusieurs films. Il le jouera pour la toute première fois dans une nouvelle version du Chien des Baskerville, la même année dans les aventures de Sherlock Holmes, 3 ans plus tard dans La Voix de la Terreur, l'année d'après dans Sherlock Holmes et l'arme secrète, Échec à la mort puis Sherlock à Washington, l'année suivante dans La Griffe sanglante, Pearl of Death et The Spider-Woman, l'année d'après dans La Maison de la Peur, La Femme en Vert, puis Mission à Alger, et enfin, en 1946, il le jouera dans Le Train de la Mort qui se nomme également Terror by Night, et pour terminer, Dressed to Kill. Et ça, c'est un beau CV, à tel point que de nos jours, son propre nom est directement référencé aux côtés de Sherlock, qui ensemble forment la période Rathbone 39-46. À l'époque, tous ces films sont sortis comme étant de simples films au cinéma. Mais avec le temps, ces films sont devenus des œuvres qui ensuite sont devenues des références concernant Sherlock Holmes. Et personnellement, je le considère vraiment comme l'un des piliers de cet univers, car donner 7 ans de sa vie pour un total de 14 films, c'est quand même une belle preuve de dévotion à ce personnage. Avant qu'il ne soit choisi, sa carrière se contentait de plusieurs films où il était très rarement en tête d'affiche sans pour autant se plaindre, car il jouait quand même dans des licences assez connues encore de nos jours, notamment Roméo et Juliette, Robin des Bois, David Copperfield, Captain Blood, mais c'est réellement en 1939 qu'il sera révélé au grand jour avec Sherlock Holmes. Et grâce à ça, bien après cette période, il jouera dans de très nombreux films. Mais ce n'est pas la raison pour laquelle il le jouera autant de fois. Qu'il ait été choisi ou non n'a pas vraiment changé sa vie. Ayant toujours aimé le théâtre, il était hors de question pour lui de l'arrêter, et il continuera à monter sur scène bien après avoir joué Sherlock. Et d'ailleurs, parallèlement au film, il reprendra son rôle dans une série radiophonique aux côtés de Nigel Bruce, qui lui jouera Watson à ses côtés jusqu'en 1946, soit leur dernier film Sherlock Holmes. Nigel Bruce maintenant. Si Basil détient encore à ce jour le record d'interprétation pour Sherlock, il en va de même pour Nigel en tant que Watson. Il reste à ce jour l'acteur l'ayant le plus incarné. Encore une fois, je ne compte pas les épisodes de série, il y a une série et plusieurs films. Les deux hommes formaient un duo qui fonctionnait tellement à l'écran qu'ils ont été choisis tous les deux pour faire une série radiophonique basée sur les aventures de Sherlock Holmes. Mais Basil décidera d'arrêter juste après le dernier film, soit après 7 ans de radio, et sera remplacé par Tom Conway, toujours aux côtés de Nigel Bruce, jusqu'à ce que les deux hommes décident d'abandonner en 1947. Ces deux acteurs, ces 14 films, leurs 7 ans donnés à leurs personnages aussi bien au cinéma qu'à la radio, sont très importantes à la fois pour les personnages de Sherlock et Watson, mais également leurs carrières respectives. Certes, les films ont un peu plus ou pas loin de 60 ans, mais ils restent ensemble deux acteurs ayant consacré énormément d'énergie, de temps et de passion pour leur rôle. D'ailleurs, connaissez-vous Basil, détective privé ? Eh bien déjà oui, c'est une adaptation de Sherlock par Disney, mais ensuite, le prénom Basil n'a pas été choisi au hasard. C'est évidemment pour rendre hommage à celui qui a joué à 14 reprises durant 7 années, aussi bien à la télé qu'à la radio, Sherlock Holmes, et qui apparaît très brièvement dans ce film, toujours dans ce rôle. Et sa réplique vient d'un enregistrement fait en 1966 dans l'histoire La Ligue des Rouquins. Je n'ai aucun commentaire à faire sur ce titre. Il est maintenant temps de changer de visage pour Sherlock avec plusieurs nouveaux projets qui s'ouvrent pour ce personnage, notamment avec une adaptation pour une émission de télé de la nouvelle Le Ruban Moucheté. Elle était diffusée en tant que 10e épisode de Your Showtime, une émission de NBC diffusée entre janvier et juillet de l'année 1949. 2 ans plus tard naîtront 2 nouvelles adaptations, dont une qui devait être un épisode pilote pour une future série, mais malheureusement aucune suite ne sera donnée aux 2 projets. Mais c'est réellement en 1951 que la vraie première série de Sherlock verra le jour, avec cette fois-ci Alan Weasley en tant que Sherlock. Série composée de 6 épisodes qui n'est pas vraiment une série comme les autres. Elle était jouée en direct à la télé à une heure de grande écoute, et malheureusement, elle n'a pas été enregistrée, ce qui veut dire qu'elle est totalement introuvable de nos jours. Il faudra donc attendre 1954 pour découvrir Ronald Howard jouer le détective dans une nouvelle série, cette fois-ci enregistrée et conservée. Elle se compose de 39 épisodes d'environ 30 minutes par épisode, et cette série a la particularité de n'adapter aucune histoire de Conan Doyle. Ce qui veut dire que chaque épisode était totalement libre et n'avait aucune contrainte à respecter, à l'exception de sa propre logique. Bien évidemment, nous retrouvons le duo Sherlock et Watson, dont Sherlock est interprété par Howard Marion Crawford, qui, 6 ans auparavant, a déjà joué Sherlock lors d'une adaptation radiophonique.
Cette série a été tournée en grande partie en France, mais elle n'a cependant pas été diffusée chez nous avant 1960, soit 5 ans après sa conclusion. Et c'est en 1959 qu'un chapitre se ferme concernant les films muets et ou noir et blanc, car cette année marquera la première apparition de Sherlock en couleur. Et c'est juste dommage d'avoir choisi de faire une nouvelle adaptation du Chien des Baskerville. Mais bon, comme c'est devenu l'une des plus adaptées et qui donc est devenue l'une des histoires de Sherlock les plus connues, ça peut faire plaisir de la découvrir pour la toute première fois en couleur. Choix intéressant, son acteur principal. Quand on sait dans quoi il jouera plus tard, ça peut faire un peu bizarre de le découvrir comme étant du bon côté, plutôt que du côté obscur. Peter Cushing interprétera Sherlock pour cette version et reprendra son rôle plus tard dans la deuxième saison d'une série qui sortira en 1964. Mais entre-temps, quelques œuvres verront le jour, comme une série et 2 films allemands, une série italienne, 2 films britanniques et un français, ce qui est assez rare pour être souligné. Pour en revenir à Peter Cushing, comme je l'ai dit, il reprendra son rôle pour la deuxième saison d'une série diffusée en 1968. Mais elle a débuté en 1964 avec la première saison dont Sherlock était joué par Douglas Wilmer. Malheureusement, avec le temps, plusieurs épisodes sur les 29 ne sont plus du tout disponibles. Et cette série, comme quasiment toutes les autres, nous raconte plusieurs de ses enquêtes sans vraiment de continuité entre elles. Et c'est avec cette série que nous quittons les années 60 afin d'entrer dans les années 70. Les années 70 pour Sherlock vont être un peu compliquées, dans le sens où on quitte un peu le côté sérieux pour la déconne, le burlesque, le comique, l'absurde. Ce qui n'est pas forcément une mauvaise chose, ça permet de changer un peu de style, de respirer, de se renouveler. Seulement si c'est bien fait. Et ça ne va pas toujours être le cas. Nous débutons cette nouvelle ère avec La vie privée de Sherlock Holmes, film sorti en 1970, avec dans le rôle de Sherlock Robert Stephens et Colin Blackelly dans le rôle de Watson. Ce film n'est pas totalement une comédie. Disons que ça va être la première fois où l'humour est présent dans son univers. Mais ça ne représente pas l'intégralité du film, cela va se concentrer sur quelques passages bien précis. Ce film est plutôt pas mal, et cela nous permet également de découvrir le regretté Christopher Lee en tant que Mycroft Holmes, le frère de Sherlock. Christopher Lee a déjà joué dans une version du Chien de Baskerville, sortie en 1959, en tant que Henry Baskerville. Et 8 ans avant La vie privée, il incarnera le rôle titre, Sherlock, dans Sherlock Holmes et le collier de la mort, film réalisé par Terence Fisher et Frank Winterstein. Mais bien évidemment, ce n'est pas pour ces rôles-là qu'il est connu, pas vrai ? Il a déjà eu des rôles très importants, mais il faut bien reconnaître que Sherlock, Mycroft ou même Sir Baskerville ne sont pas ses plus connus, malheureusement. Ce qui nous fait une excellente transition afin de vous parler de Mycroft Holmes. Mycroft est l'un des personnages les plus récurrents dans l'univers de Sherlock, derrière Watson et devant Madame Hudson. Il n'en demeure pas moins son frère, très souvent aîné, et travaille pour le gouvernement. Il est souvent décrit comme étant plus intelligent que Sherlock, élément qu'on ne retrouve pas dans toutes les versions. Il est très souvent présenté avec un air supérieur sans que cela ne devienne gênant. Encore une fois, tout dépend des versions. Et personnellement, j'ai du mal à imaginer qu'il soit vraiment plus intelligent que lui. Sans quoi finalement son don ne serait pas si unique que ça. Et qu'au final, il suffit juste de s'appeler Holmes pour posséder un sens de la déduction hors du commun. Première chose à savoir, ma mère m'a appelé Enola. Ne t'inquiète pas, j'arrive bientôt. Comme je le disais, Mycroft n'est pas présent dans toutes les versions où Sherlock apparaît. La principale raison, c'est que lorsqu'il apparaît, il y a une chance sur 2 pour qu'il soit totalement inintéressant, chiant, nul, ou juste une version ratée et comique de Sherlock ou Watson. Je ne sais pas vraiment comment l'expliquer en fait. Disons que ça dépend vraiment de l'acteur qui l'incarne et de comment il est dirigé. Car mettre des têtes connues dans un rôle ne veut pas dire que ça sera parfait. Au mieux, c'est juste pour garantir un certain retour sur investissement sans réelle conviction pour ce que vous écrivez. Je m'égare, mais pas complètement. Si une histoire est assez intéressante et qu'il est une raison valable d'être présent, je n'ai aucun problème avec ça. Le mieux étant qu'il ait quelque chose à faire ici plutôt que d'être présent pour dire « Je suis le frère de Sherlock Holmes ». On va prendre 2 exemples très simples. La série Sherlock débutée en 2010 et le film Jeu d'ombre sorti en 2011. Mark Gatiss est très certainement la meilleure version pour ce personnage qui n'ait jamais existé. Attachant, quelque peu arrogant, intelligent mais pas autant que son frère, son jeu d'acteur irréprochable dans ce rôle
font de lui un membre très important de cette série, alors qu'à la base, ce n'est qu'un personnage secondaire. Alors que si on regarde sa version dans Jeux d'ombre, je suis désolé mais Stephen Fry est un bon acteur, mais pas dans ce film. Il est très mal introduit et il n'est présent réellement que pour une chose, donner un objet à Sherlock qui lui sera utile à la toute fin du film. Comme s'il ne pouvait pas créer ça de lui-même. Je veux dire, quand on regarde son dépotoir qui lui sert d'appartement, vu toutes les expériences débiles qu'il fait, et surtout que c'est l'un des rares à posséder une voiture, je n'arrive pas à comprendre comment ça se fait qu'il n'arrive pas à inventer ce masque. Cette version de Mycroft est tout bonnement ridicule. Ce personnage peut être excellent comme raté, ça dépend vraiment de comment on vous le présente et de comment il est joué. Revenons-en maintenant à Sherlock Holmes avec un tout nouveau film sorti en 1971 qui, je vous le rappelle, est la période où vont proliférer des versions satiriques et absurdes de cet univers. Anthony Harvey réalisera Le Rivage oublié, dans lequel Justin Playfair, interprété par George Campbell Scott, sera placé dans un hôpital psychiatrique par son frère juste après la mort de sa femme. Et en passant des tests psychologiques devant Mildred Watson, elle remarquera en lui un sens de la déduction assez rare. Et c'est même plus grave que ça, car Justin se prend carrément pour Sherlock Holmes, et il a même acheté sa panoplie complète afin de se sentir comme lui. Et Watson, qui pour cette version est une femme, interprétée par Joanne Woodward, plutôt que de le faire redescendre sur Terre, décide de jouer le jeu en restant à ses côtés afin d'enquêter sur un certain Moriarty. Vous l'avez compris, ce n'est pas le vrai Sherlock que nous suivons, ni la vraie Watson. C'est une sorte de monk, les tocs en moins. Donc assez oubliable, alors je vous passe toute la période de film où nous ne suivons pas Sherlock et Watson, mais Sammy et Scooby, car les personnages sont cons, mais cons que ça en devient pitoyable. C'est un style que peut-être vous aimez, mais moi personnellement, les personnages cons, je n'aime pas ça. J'ai pas de problème avec l'humour, mais je déteste l'humour absurde, mal introduit et surtout l'humour forcé. Ce ton de film sur cet univers a réellement démarré en 71 et existe encore de nos jours, avec notamment Sherlock et Watson sorti en 2018. Et il y en aura forcément d'autres. Malheureusement. Mais bon, on a quand même eu de la chance, car durant cette même période, quelques téléfilms verront le jour afin de contrebalancer avec le cinéma, histoire de ne pas trop salir l'aura du personnage, avec notamment la première adaptation télévisuelle soviétique du Chien des Baskerville, suivie l'année d'après d'une énième version pour les États-Unis, et 4 ans plus tard, Sherlock Holmes à New York sera diffusé et mettra en scène Roger Moore en tant que Sherlock et Charlotte Rampling en tant qu'Irene Adler. Donc, très beau casting pour un téléfilm, et c'est également l'un des rares dans cet univers à mettre en scène des célébrités pour jouer les personnages principaux. Quelques années plus tard, nous pouvons découvrir Christopher Plummer dans Silver Blaze, un court-métrage d'une trentaine de minutes, puis 2 ans plus tard, sortira au cinéma un tout nouveau film de Sherlock, avec toujours Plummer dans le rôle-titre, réalisé par Bob Clark. L'ennemi principal pour ce film est surprenant. On s'attendait à voir un Moriarty, sauf que pour ce film, non. Cette version est avant tout une adaptation d'un livre de Stephen Knight. Stephen Knight est surtout connu pour 2 livres, The Brotherhood et un autre, celui dont s'inspire ce film. Ce livre nous raconte l'histoire d'un tueur en série extrêmement connu dont ses crimes seraient au sein d'une théorie du complot entre la franc-maçonnerie et la famille royale britannique. Livre fortement décrié, contesté, mais qui servira de base pour plusieurs œuvres, notamment ce film, la bande dessinée From Hell, d'Alan Moore, qui sera adaptée en film en 2001. Toutes ces œuvres reprennent l'ennemi mis en avant dans toutes ces fictions, en y changeant quelques éléments, notamment Sherlock, qui n'est pas présent à la base. Il y a été rajouté afin d'être cohérent dans cette histoire. Et cet ennemi, cette menace, c'est Jack l'Éventreur. Knight, dans son livre, raconte l'histoire d'une théorie du complot l'entourant lui et plusieurs organismes. Il est malheureusement décédé d'une tumeur cérébrale en 1985 qui, pourtant, a été retirée quelques années auparavant. Elle serait vraisemblablement revenue et lui aurait été fatale. Vous avez bien compris que, vu le ton que je prends, ça aussi ça peut passer pour un complot. Et d'ailleurs, l'écrivain Henry Mako affirme qu'il a été empoisonné, en mentionnant bien le fait que la maçonnerie britannique a interdit aux maçons de lire The Brotherhood. Autre preuve, si c'en est une, enfin si elle est recevable, Martin Short, journaliste anti-maçonnique, pense qu'on lui aurait introduit cette tumeur par des moyens dits non naturels. En gros, quelques personnes pensent qu'on a voulu le faire taire. De toute façon, on s'éloigne du sujet principal, Sherlock. Et ce film réadapte cette même théorie du complot avec comme héros Sherlock et Watson qui mèneront l'enquête afin d'arrêter les agissements de Jack l'Éventreur. À partir de 1979 jusqu'en 1986, l'Union soviétique vont produire pour la télévision une série de 11 épisodes qui, ensemble, forment 5 histoires nommées Les aventures de Sherlock Holmes et du Dr Watson. Point intéressant, cette série est l'une des rares œuvres à préciser Watson dans son titre.
On le considère tellement comme étant obligatoirement présent aux côtés de Sherlock qu'on ne le présente pas, voire plus. Ce personnage est très présent mais quelquefois peu utile, ou tout simplement le même personnage que dans les autres œuvres. Donc c'est assez rare de trouver son nom dans le titre aux côtés de Sherlock. Oui, ne t'inquiète pas, j'arrive. Pour l'instant, je vais parler de quelque chose de qualité. 11 épisodes qui forment un total de 5 histoires, chaque histoire étant découpée en plusieurs parties. Vassili Livanov sera choisi afin d'interpréter le célèbre détective aux côtés de Vitaly Solomin en tant que Watson. Cette série rencontrera un énorme succès, principalement dû au fait qu'elle soit très fidèle aux écrits de Conan Doyle, même si cela peut arriver que deux histoires soient mélangées dans la même intrigue afin de créer une autre dimension au récit d'origine et qui, en plus de ça, a réussi à rester cohérente envers ce qu'elle raconte. Et ça, c'est assez risqué, surtout quand on part du principe d'être fidèle aux origines. S'amuser à mélanger des histoires et qu'au final tout ce projet tient debout et qu'en plus, ça plaise, c'est du génie. Et en même temps, ça permet d'y voir un autre point de vue sur ses écrits et que nous aussi on puisse imaginer des raccords entre plusieurs autres histoires. Et de mon point de vue, je pense qu'elle a eu ce succès, déjà parce que mélanger plusieurs histoires c'est assez risqué, donc ça peut nous intriguer de voir à quoi ça ressemble, et comme on vient de le voir, ça s'est très bien passé, mais surtout parce qu'il n'y a pas tellement de comparatifs dans ce pays. C'est une très grosse production de Sherlock pour leur télévision. Mais si on regarde toutes les versions de chez eux, il n'y en a pas eu tant que ça. Donc, cela explique un peu le succès qu'elle a rencontré là-bas. Succès qui n'est peut-être pas le même dans les autres pays. Ce qui ne veut absolument pas dire que c'est mauvais. Et ça ne l'est pas. Les histoires sont bien construites, bien réalisées, le duo d'acteurs fonctionne très bien, le fait que ce soit le même réalisateur, Igor Maslenikov, joue beaucoup, car le tout reste cohérent de son point de vue. Et nous n'avons pas plusieurs visions de plusieurs réalisateurs qui s'affrontent entre chaque film ou épisode de série. Et c'est d'ailleurs grâce à ce rôle que Vassili recevra l'ordre de l'Empire britannique par la reine Elisabeth II. Donc en gros, cette personne, c'est le Basil Rathbone soviétique. Il a servi l'univers de Sherlock plutôt que de s'en servir et n'en dépendait pas. Il avait sa vie avant et la continue encore aujourd'hui. Il s'est consacré à son personnage de A à Z. Parallèlement à la version soviétique, la Grande-Bretagne produira également une série qui est considérée par les critiques comme étant la version se rapprochant le plus des écrits de Conan Doyle, pas vraiment en termes de scénario, mais par le choix de l'acteur qui incarnera Sherlock. Jeremy Brett sera choisi et est encore considéré de nos jours comme étant le Sherlock définitif. Et il jouera ce rôle dans 4 saisons et 5 téléfilms durant quasiment 10 ans. Ce sera malheureusement l'un de ses tout derniers rôles, car il décédera en 1995 des suites d'une crise cardiaque. Et vu ce qu'avait prévu la série, s'il aurait été encore en vie, on aurait sûrement eu droit à une série live adaptant très fidèlement les premiers récits de Sherlock tels que Conan Doyle les avait imaginés et écrits. Car sur les 60 aventures de ce que l'on appelle le canon holmésien, 17 n'ont pas été adaptées, et la raison est justement due au décès de l'acteur principal. Son interprétation a très souvent été saluée par les critiques, et même si les dernières histoires sont considérées comme étant très mauvaises, principalement dues à l'état de santé de l'acteur principal, mais également à cause d'un changement de réalisateur et donc de ton, cette série reste comme étant l'une des meilleures œuvres qui n'ait jamais été réalisée au sein de cet univers. Et ce qui est intéressant, enfin, grosse guillemets, n'y voyez aucune méchanceté de ma part, c'est que les deux acteurs jouant Sherlock et Moriarty, Jeremy Brett et Eric Porter, sont tous les deux décédés en 1995, comme si leur mort était également fidèle à leur rôle, la chute qui laissera les deux hommes pour morts. Alors évidemment tout dépend des versions, soit l'un soit l'autre voire les deux ne le sont pas. Je trouve ça intéressant à souligner même si bien évidemment ça reste triste. Et c'est réellement à partir de maintenant que Sherlock Holmes, on commence un peu à s'enlacer. Les films, les téléfilms défilent les uns après les autres et c'est pareil pour les séries, elles s'enchaînent et toutes ces versions se veulent souvent être les meilleures versions alors qu'au final ce ne sont que les acteurs qui changent. La plupart des histoires sont adaptées très fidèlement des écrits d'origine, tandis que les autres s'amusent à les modifier afin de nous raconter autre chose. Mais au final, changer quelques éléments, comme faire en sorte que Sherlock soit gaucher au lieu de droitier, ne change pas vraiment une histoire, ne révolutionne rien, et surtout ça commence à être très répétitif et ça n'apporte rien de neuf. Et cette période débute en 1995. Mais là, j'ai fait un grand bond dans le temps, car entre la version soviétique qui a débuté en 79 jusqu'en 86, et la version britannique débutée en 84 jusqu'en 94, il n'y a pas eu que ça. Entre-temps, nous avons eu pas mal de films, de téléfilms, dont quelques-uns qui tentent de reprendre un ton comique des années 70, et d'autres un peu plus sérieux, mais qui n'ont rien de très intéressant à nous raconter ou nous montrer. Et c'est sûrement ce qu'a compris Nicholas Ferguson, qui en 1982 réalisera The Young Sherlock, une série de 8 épisodes qui nous raconte l'histoire d'un Sherlock Holmes âgé de 17 ans. Ce personnage est joué par Guy Henry, qui enquêtera sur les événements étranges dans un manoir. Nous avons ici l'une des rares apparitions d'un Sherlock jeune, je ne compte pas les flashbacks et autres, mais c'est peu commun de trouver des versions autres que des cinquantenaires, soixantenaires, voire plus, surtout à l'époque où les adaptations tentaient de rester le plus fidèle possible aux œuvres d'origine, et donc mettre en scène des Sherlock âgés.
Et c'est grâce à cette série qu'un film sera produit, qui s'appellera chez nous Le Secret de la Pyramide, qui met en scène encore une fois un Sherlock jeune, aux côtés d'Harry Potter, qui joue le rôle de Watson. Ce n'est pas Daniel Radcliffe, mais Alan Cox. La ressemblance entre les deux acteurs est absolument énorme et troublante, mais nous sommes à cette époque en 1985. Pas loin de 16 ans séparent ces deux films. Et d'ailleurs, il a été réalisé par Barry Levinson, mais il a été scénarisé par un certain Chris Columbus, qui a affirmé lors d'une interview qu'il s'est inspiré de l'univers de ce film afin de réaliser Harry Potter à l'école des sorciers, d'où la ressemblance entre les deux personnages. Le Secret de la Pyramide est en quelque sorte une version d'essai pour ce qui deviendra le premier film de la plus grande saga du monde. Évidemment, Sherlock est un univers absolument immense, et je ne vous parle là que des films, des téléfilms et des séries qui ne sont que des dérivés de ce qu'est réellement Sherlock Holmes. Les années 70 et 80 sont considérées pour beaucoup de personnes comme étant l'âge d'or des dessins animés, le point ultime où tout était excellent qui, malheureusement, n'a fait que devenir de plus en plus médiocre au fil des années. Alors déjà c'est faux, beaucoup de dessins animés de cette époque sont bons, voire excellents, mais ceux d'aujourd'hui, ou ceux des années 2000 ou 90 le sont également. Les années 70 et 80 ont été, on va le dire grossièrement, la naissance, ou du moins l'explosion, la popularisation des séries animées. Évidemment, il y a 74 contre-exemples à ce que je viens de dire. Mais si vous demandez à un quarantenaire, un cinquantenaire de vous dire quels sont ses dessins animés préférés, il y a de très fortes chances pour qu'il vous en nomme un de cette époque, et dire que de toute façon c'était mieux avant. Tout ça pour dire que Sherlock est un univers qui a grandi avec l'évolution du monde, en débutant par quelques lignes sur papier, qui donneront naissance à un court-métrage, puis plusieurs films, téléfilms, séries en noir et blanc muets avant d'être parlants puis en couleur, plusieurs pièces de théâtre et encore plein d'autres choses, notamment des romans, des nouvelles, aussi bien du vivant de Sir Arthur que bien après sa mort. Et donc, c'est grâce à cette évolution que Sherlock Holmes sera adapté en série animée. Pas la peine d'en dire plus, vous savez déjà de quelle série je vais parler. Nous allons tous ensemble plonger dans la nostalgie grâce à cette sublime musique.